Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'une moto qui a un peu marqué le renouveau de Triumph sur le marché dans les années 90, la Triumph Tiger 900. Et pour ça, j'ai invité mon ami Anthony, propriétaire de cette moto, qui va nous en parler beaucoup mieux que moi. Alors Anthony, bonjour. Salut Philippe. Bienvenue. Merci. Est-ce que tu peux te présenter déjà? Donc Anthony, 38 ans, motard depuis l'âge de 31 ans, on va dire, 30-31 ans. Je suis arrivé là-dessus sur le tard, parce que quand j'étais jeune, je voulais faire de la moto. Mais je crois que je me connaissais assez bien pour savoir que ça pouvait mal finir. Donc j'ai préféré attendre. Et vers 30 ans, je me suis dit que j'étais suffisamment mature pour faire de la moto. Et donc voilà, j'ai commencé avec une Vitpilen 700, Ouais. que j'ai toujours. Que tu nous présenteras peut-être un de ces quatre. Si tu le souhaites. Et par la suite, mon beau-père m'a légué sa moto, donc un Tiger 900, qu'il avait acheté en 93, lors de la sortie du Tiger 900. Chouette beau-père. Hein. Pas mal. On peut le remercier. Et voilà, depuis, je l'ai entretenu, je l'ai rénové, et je la bichonne correctement, on va dire. Tu peux nous parler un peu de l'histoire de cette moto? Bien sûr. Du peu que j'en sais. Hein. Ouais. Donc, si je dis pas de bêtises, présenté au salon de Cologne en 93. Alors c'est là où j'ai un doute parce que elle est sortie en 93. Donc je me demande si c'était pas genre un an avant qu'elle aurait été présentée. Moi c'est ce que j'ai lu, qu'elle aurait été présentée en 92 mais commercialisée 93. Voilà. Donc celle-ci achetée en 93 par mon beau-père à sa sortie. Et donc elle a été présentée au salon de Cologne parce que apparemment les Allemands étaient à la recherche vraiment d'un gros trail. Et comme tu le sais, Triumph essayait de se renouveler par rapport à la situation qu'ils avaient avant avec leur bicylindre vertical, qui n'était pas très puissant, pas très performant. Et donc ils sont arrivés sur le marché avec ces 3 cylindres. Il y avait un 750, il y avait un 900. Et en fait, s'ils le souhaitaient, ils pouvaient rajouter un cylindre pour faire un 1000 ou rajouter un cylindre pour faire un 1200. Donc ça leur faisait 4 moteurs sur la même base et ça rationalisait vraiment la production des moteurs. Et donc ils sont arrivés avec ce Tiger 900 qui au final était le plus gros trail de l'histoire à ce moment-là, puisque avant ça il y avait la GS avec son bicylindre à plat qui faisait dans les 70 chevaux si je dis pas de bêtises. Donc là on passe directement à 85 chevaux. Et par rapport à ce qui pouvait se faire avec les Super Ténéré et les Africa Twin, qui elles développaient péniblement une 60aine de chevaux si je dis pas de bêtises, ça faisait une grosse différence. Ça c'est sur le papier. Après en pratique, on est quand même sur une machine qui est très lourde, avec un poids haut perché. Et au final, les compétences du Tiger par rapport à ce que peuvent donner la GS, l'Africa Twin et le Super Ténéré, c'est quand même pas aussi... Parce que c'est un trail routier en fait. Exactement. C'est pas une machine de tout terrain. Et les essayeurs de l'époque le disaient, on était plus proche d'un 850 TDN que d'un vrai trail. C'est vrai que quand on la voit comme ça, on voit que les cylindres sont quand même super hauts sur la moto. Ouais, le moteur est haut perché. Quoi. Ouais, clairement. Ok, bon, on va en reparler quand on fera le tour. Alors, tu as parlé un peu de ton expérience moto. Donc, quel type de motard es-tu? Parce que j'ai cru comprendre que tu te connaissais, que... Ouais, ça dépend du jour, ça dépend de la moto que j'ai entre les mains. Et c'est vrai qu'avec celle-ci, sachant que c'est une vieille moto, qu'elle n'a pas d'ABS, qu'elle n'a pas de track control, il n'y a pas tout ça, et que je suis pas un motard vraiment expérimenté, on va dire, je m'aventure pas à faire n'importe quoi avec celle-là. Donc j'en roule avec celle-ci. Tu comprends peut-être? Ah, alors, on est désolé. Ouais. On est dans un espace vert et il y a la voirie qui vient de démarrer, le rotophile, où il y a des broussailleuses. Ça risque de faire un petit peu de bruit. J'espère que ça parasitera pas trop notre discussion. Allez mon gars, va tourner ton air plus loin s'il te plaît. Ah putain, il va venir ici. Ah non, c'est bon. Ça c'était un monocylindre, 2 temps. Ouais, c'est bon, il s'en va. Ouais, donc avec celle-ci, j'y vais plutôt tranquille, j'en roule. C'est vraiment pour cruiser, pour me balader, faire du duo aussi. Et par contre, j'ai la Vitpilen qui, elle, fait quasiment 100 kg de moins, est beaucoup plus nerveuse. C'est vrai qu'avec celle-ci, j'ai plus envie d'attaquer. Mais pareil, sans faire d'excès, sans faire trop d'excès. ok. Donc, Alors, raisonnable, on va dire. J'allais te demander pourquoi tu avais choisi cette moto, mais en fait tu l'as pas choisie, on te l'a léguée. Je cherchais un trail. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai découvert donc celle de mon beau-père et j'ai fini par fouiller un peu, voir son pédigré.
et j'étais séduit, quoi. Et donc il voulait la vendre, il voulait pas la brader, et il a préféré me la donner plutôt que de la brader. Donc voilà. Okay. C'était un beau cadeau. Hein. Tu viens nous la présenter? Ouais. Allez, allons la voir. Parle-nous de cette belle moto. Alors, donc Tiger 900, 1993. Donc les premières, hein. Toute première année. C'est un modèle qu'on appelle T430. D'accord. Voilà. Donc 900, mais en vérité 885 cm3. Ok. On a donc 85 chevaux à 8500 tours minute, ouais. À vérifier. Le couple, c'est 8,35 kg de couple à 6000 tours. Et 3 carburateurs. Carburateur Mikuni sur les premières versions. Après, ça a changé. On la reconnaît de par le fait que les carters moteurs sont pas en rouge. Ça, c'était vraiment le premier millésime. Ah oui, on est bien rouge. Hein. Ouais. Autant le bonhomme CTLM, il est bien vert, autant elle est bien rouge. Hein. Et donc après, ils ont fini par les peindre de la même couleur que le reste du moteur. Mais apparemment, pareil, ce qui se dit, c'est que les Allemands aimaient bien les carters moteurs de la même couleur que la carrosserie. Donc c'était vraiment pour séduire le marché allemand, quoi. Ah ouais, c'est original. Donc voilà, typique de l'époque, les doubles sorties d'échappement. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, on est plutôt, on essaie de ramener le poids au plus proche de zéro. Donc c'est quelque chose de l'époque que j'aimais beaucoup, moi, les doubles sorties d'échappement. Très joli. Ouais. Et je pense que c'est d'ailleurs, là, quand tu es là, c'est le détail que je préfère sur cette moto, c'est le 3 quarts arrière. Ah oui, c'était la question que j'allais te poser. Quel est ton petit détail préféré sur cette moto? Je pense que c'est ça. Parce que là, le 3 quarts arrière, les deux sorties d'échappement qui sont assez mastoc. C'est vrai que c'est typique de l'époque, hein, ces doubles sorties d'échappement hautes. Donc ça me plaît beaucoup. Le bras oscillant par rapport à ce qui se faisait à l'époque aussi, si on regarde, il est plus joli, quoi. Sur beaucoup de motos, on a quelque chose qui est carré, coupé, comme une poutre un peu. Et c'est vrai, là, il est joliment dessiné avec un réglage par excentrique. Tu parlais des carbus, ils sont faciles à régler, enfin ils sont stables? Pour l'instant, j'ai pas plus de problèmes que ça. Te dire qu'ils sont stables, ça va, j'ai pas eu de soucis. C'est Triumph qui me. Parce que j'imagine que les gens qui regarderont cette vidéo, certains seront intéressés parce qu'ils cherchent, ils envisagent d'acheter une Tiger de cette génération. Donc oui, ça. J'ai pas eu de problème particulier à ce sujet-là. Le porte-paquet, c'est toi qui l'as installé? Ouais, le porte-paquet, ouais. Donc bon, ça y était déjà. Je me suis occupé de le repeindre parce qu'il était un peu abîmé. Je l'ai repeint en noir correctement. Et donc je voulais absolument un top case dans lequel je puisse mettre deux casques. D'accord. Et sur le marché, il y en a un seul que je trouvais joli et qui puisse avoir deux casques, c'est le JV Trek 58 litres. Oui, c'est ce que j'avais sur ma Tiger aussi. Voilà. Et donc j'ai acheté ça d'occasion et donc j'ai acheté la plaque neuve. Le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de système adapté là-dessus. Donc c'est moi-même qui ai adapté des barres de volet, en fait, des barres en métal noir que j'avais chez moi. Je les ai coupées, percées à la bonne dimension, au bon endroit et repeintes en noir, de manière à prendre en sandwich le porte-paquet avec le système d'attache et les barres en métal. D'accord. Du coup, ça tient très bien. Voilà. Ce que j'aime bien sur ces motos de cette génération, c'est que les clignotants et les feux, ils sont toujours massifs, quoi. Ah ouais. Et d'ailleurs, mon beau-père les avait changés. J'en avais des anciens, enfin des plus récents blancs et qui correspondaient pas à la moto. Donc j'ai dû chercher les clignotants originaux. Et c'est très compliqué. Soit on en trouve qui sont complètement abîmés, soit on en trouve des équivalents. Et donc c'est ce que j'ai fait. Cela, c'est un modèle qui est fait pour la SLR 650. D'accord. Donc la face clignotant est la même exactement. C'est juste le derrière qui est pas exactement pareil. Il y a vraiment, c'est un micro détail. Et je préférais avoir des clignotants qui durent dans le temps et plutôt que d'avoir l'original mais qui soit fragile, quoi. Ok. Voilà. La selle, celle-ci, je l'ai fait refaire parce que j'avais une selle en sky qui était pleine de trous et pas très jolie, quoi. Et en allant voir un sellier, j'ai hésité à remettre du sky comme c'était et lui m'a proposé ça, donc une imitation Alcantara. Et je trouvais que finalement ça allait bien avec le style de la moto. Tout à l'heure, quand on faisait le tour, je croyais que c'était la selle d'origine. Non. C'est un sky brillant un peu. Et je me souvenais d'ailleurs, le sky brillant, quand je l'avais en plein soleil, ça pouvait devenir très très chaud, quoi. Alors que celui-là, pour le coup, il garde une température qui est correcte. Donc voilà, j'ai été dans son sens et j'ai choisi avec lui de mettre ça. L'idée, c'était pas d'en faire une garage queen, c'était vraiment d'avoir une moto que j'utilise comme n'importe quelle autre. Et elle a ses défauts, elle a ses rayures, elle a ses marques de vieillesse, on va dire. Ouais.
Ouais, elle est en bon état quand même pour une mamie de 33 ans. C'est ça, ouais. D'ailleurs, je l'ai passé collection. D'accord. Ah oui, un détail qu'on voit plus maintenant, le robinet d'essence. Ouais, le robinet d'essence, ouais. Bah, du coup, j'ai le réflexe avec celle-ci de le fermer quand je m'arrête longtemps. Parce que voilà, c'est pas très bon de laisser l'essence se couler dans les carbus. Donc là, c'est position fermée, position ouverte. Et puis. T'as une réserve? Ouais, la réserve elle est là. Voilà. Le réservoir, il fait combien de litres? Le réservoir, il fait 24 litres. Ah oui, c'est pas mal, oui. Et la conso? Nous alentours de 7 litres. Donc ouais, 350 bornes, c'est quelque chose qui se fait assez bien. Ma jauge à carburant fonctionne plus. Alors apparemment c'était quelque chose qui était déjà pas très fiable à l'époque. Donc je remets le compteur à 0 à chaque fois pour savoir où est-ce que j'en suis. Petite chose que j'ai changé le caoutchouc ici qui était abîmé. Donc ça pareil, si vous cherchez des pièces d'époque ou reproduites pour toute la gamme T3, il y a Trimax sur internet qui est réputé pour bien connaître ses motos. Il les répare, il les entretient, et il a des pièces. Trimax. Trimax, okay. Ouais. Il est très, très sympa. Je veux dire, on peut lui écrire des mails, il prend le temps de répondre et l'aider. Voilà, j'avais recherché des rétros aussi. Compliqué de retrouver des rétros d'époque en bon état. Souvent, ça finit par plus être très solide au niveau de la boule là. Donc j'ai gardé les miens, mais j'ai préféré en mettre qui tenaient bien. Et j'ai mis ceux de ma vie de Pilène en fait, qui sont. Ah oui, d'accord. Il y a juste une petite différence en termes de hauteur. Sur l'original, le coude va pas être ici, il va être plutôt là, quoi. Donc voilà, pour cette micro-différence, c'est exactement la même taille de glace, la même forme et tout. Et comme sur la vie de Pilène, j'ai mis d'autres rétros, voilà. Tu peux nous parler du tableau de bord? Est-ce qu'il y a des trucs particuliers? Tableau de bord, donc on a le kilomètre-heure, pardon, avec kilométrage général, elle a 31 000 km. Ça, c'est peu, hein. Ouais, elle a pas beaucoup. Elle a fait même pas 1000 km par an, quoi. C'est ça, ouais. Et donc là, voilà, j'ai fait 135 km depuis que j'ai fait le plein, donc je peux repartir encore pour 200. Le contour, avec la zone rouge qui commence à 8005. Et elle y va? Oui. Oui, si, j'ai déjà dû y aller. Ouais. Température et l'horloge. Voilà. Donc horloge qui est pas du tout à l'heure parce que moi je débranche la batterie à chaque fois que je l'utilise plus. J'ai eu trop de fois la moto qui démarrait pas. Donc. Et puis là, indicateur quand il n'y a plus de carburant, point mort, feu de route. Alors, mais tu dis la jauge marche pas, mais elle est où la jauge? Ça. Ah oui, c'est ça, d'accord. C'est que le voyant en fait. Ouais, il n'y a que le voyant, pardon. Ah oui, donc c'est le voyant qui ne fonctionne plus. Le voyant qui ne fonctionne plus, exactement. Ok. Et même le badin, parfois, reste à 0 quand je roule. Faut le tapoter un peu et il repart. Ah, l'Angleterre. L'Angleterre, exactement. Donc, en fouillant, je pense que je pourrais trouver le faux contact. Hein. Mais bon, pour l'instant, ça marche bien comme ça. Les Komodo? Komodo clignotant, ici, avec remise à 0. Là, on a le warning. Là, on a l'appel de phare. Et le starter, je vois. Le starter ici, ouais. Qu'il faut utiliser pour la démarrer. Hein. Sans le starter, c'est compliqué de la démarrer. Ici, on a le klaxon. Ouais. Ici, passage feu de croisement, feu de route. Je dis pas de bêtises. J'ai un doute. Parce qu'en fait, là, je les ai aussi. Ah, t'as des Komodo de feu des deux côtés? Ouais, mais en fait, je sais plus exactement la différence entre les deux. Tu veux qu'on essaye? Bon, on va essayer après. Ouais, on va essayer après. Coupe-circuit, ouais. Ici. Et pour démarrage. Ok. Voilà. Tu me parlais d'une particularité de l'embrayage? Ouais, assez rare pour l'époque. Embrayage hydraulique. D'accord. Pas à câble. Et il est doux? C'est agréable? Ça va, ouais. Alors peut-être pas aussi doux que ceux d'aujourd'hui, mais il fait plutôt bien le taf. Et pour l'instant, j'ai pas eu de problème de fuite. Au niveau fiabilité, t'en es content? Franchement, oui. J'ai eu, pour l'anecdote, vraiment un impair une fois. J'étais parti à Limoges pour la Frérie des Petits Ventres, pour ceux qui connaissent. Et au retour, pas de chance, il a flotté pendant toute la route, donc 400 bornes de flotte. Et à 200 km, je fais une pause parce que j'étais trempé. Et au moment de repartir, je démarre la moto. Et là, le bruit était différent. Je ne reconnaissais pas le 3 cylindres. Et j'ai tout de suite compris qu'il y avait un cylindre qui ne tournait plus. Et étant sur une aire d'autoroute, devant rentrer parce que des impératifs à la maison, je suis parti quand même.
Et j'ai fait 250 bornes avec 2 cylindres sur 3 qui marchaient. Et en l'ayant amené après chez Triumph, en effet, il y avait une bobine qui avait lâché. D'accord. Donc changement de la bobine. Et j'avais hésité à changer les 3. Et le responsable de la concession m'a dit, écoutez, elles ont tenu 30 ans, faites-les les unes après les autres. Allez pas tout changer pour changer les choses. C'est déjà 400 € une bobine. Donc il m'a dit, voilà, faites les choses une par une. Si ça doit arriver encore, vous roulerez à nouveau sur 2 cylindres. Et puis voilà. Donc ça, c'est le seul truc que j'ai eu. La batterie, c'était pas très puissant. Donc j'ai préféré la changer. J'ai mis une batterie lithium qui du coup gagne en taille, gagne en poids et ça démarre à chaque fois. Je la débranche chaque fois que je n'utilise plus la moto et au bout de, si je m'en resserre un mois et demi après, elle redémarre sans problème. Bon, c'est pas mal pour une moto ancienne quand même. Ouais. Si c'est tout ce que tu as eu, c'est... Ouais, et tes frais d'entretien? Alors frais d'entretien, jusqu'à présent, vu que je suis pas un gros rouleur, la vidange une fois par an. Sur celle-ci, il vaut mieux la faire soi-même, parce que le problème c'est qu'il y a beaucoup d'huile, et que si vous allez dans une concession, notamment chez Triumph, ils sont obligés de mettre l'huile recommandée par Triumph, et elle coûte très cher leur huile. Et donc eux-mêmes m'ont recommandé, faites-le vous-même, parce que sinon on va vous prendre vraiment beaucoup d'argent. Ok. Donc plutôt honnête, et donc la vidange je l'ai faite, elle se fait assez simplement, il y a vraiment un bouchon qui est dessous, très accessible, c'est pas compliqué. Sur mon autre moto c'est plus compliqué que ça, là franchement ça se fait facilement et rapidement, quoi. Tu sais pour combien de temps on a eu à peu près pour refaire la selle, enfin tout ce que tu as fait dessus pour la remettre vraiment impeccable comme ça? Ouais, la première fois que je l'ai amené chez Triumph pour faire la grosse révision, pour dire voilà on la remet en état, donc remise en eau, remise en huile, nettoyage des carbus, réglage des carbus, ça et l'amortisseur arrière. Donc je leur ai fourni l'amortisseur parce que pareil, ils m'ont dit si on doit vous le changer et qu'on choisit l'amortisseur, c'est un Triumph et donc il y en a pour 800 €. Ouais. Donc ils m'ont dit on vous conseille d'aller chez EMC. Donc j'ai été chez EMC, 350 € l'amortisseur, il est aussi bien. La seule différence c'est qu'il est bleu. Oui, j'ai vu. Même chose, alors si on veut on peut l'avoir en noir, mais c'est 50 balles de plus je crois pour l'avoir en noir. Moi j'ai pas de problème avec ça, voilà, je l'ai laissé en bleu. Donc tout ça, ça a un billet de 1000 à peu près. Ok. Après la bobine, quand ils ont dû me la changer, j'en ai eu pour 500 € à peu près avec la main d'œuvre. Donc là on est à 1005. Changer les pneus. Bon, ça c'est du consommable. Voilà, c'est du consommable. La selle, ça m'a coûté 150. C'est la mousse d'origine, hein. C'est juste l'enveloppe qui a changé. 150. Les clignotants, les castillages, ça a dû me coûter peut-être 40 € les 4. La peinture que j'ai achetée, pareil, peut-être 40-50 €. Et après donc, ça. En gros, pour 2500, 3000 € max, tu as refait la moto, quoi. C'est ça. Et tu sais combien elle cote d'occasion? Là, du coup, j'ai regardé hier soir pour être un peu à jour. Et il y en a plus qu'avant. Pendant un temps, c'était un peu rare à trouver. Là, si vous regardez sur la France, vous pouvez en trouver une bonne quinzaine facilement à vendre sur le Bon Coin. Et ça va de, en fonction de l'état, hein, de 2000 à 4005. 2000, c'est une moto, il y a une révision à faire, je dirais. 4000, normalement, les clés en main, il n'y a rien à faire dessus, quoi. Oui, donc ça fait une belle moto pour pas très cher, quoi. Ouais, clairement. Donc après, c'est sûr que si vous cherchez une moto qui a du caractère, mais qui n'a pas d'ABS, qui n'a pas toutes les technologies d'aujourd'hui, allez-y, hein, franchement, vous le regretterez pas. Mais ok. Voilà. Bon, on va faire un tour, nous emmène? Allez. Nous dire un peu comment elle est sur la route? Ça marche. C'est parti. Alors concernant la facilité de prise en main de la moto, c'est une moto qui a quand même une trentaine d'années. Et de ce fait, on peut s'apercevoir que par rapport à des motos récentes, eh bien les commandes sont peut-être un poil plus rugueuses. On a une manette des gaz qui n'est pas aussi fluide peut-être qu'une poignée de gaz d'aujourd'hui. Pareil pour l'embrayage. Lorsqu'on passe une vitesse, c'est pas d'une douceur extraordinaire. Surtout depuis quelques années, on a des shifters sur les motos. Donc, on revient à des choses un peu plus, on va dire, traditionnelles, plus mécaniques. Mais au-delà de ça, une fois qu'on s'y est habitué, c'est juste une information
qu'on a pris, et ça n'est en aucun cas un problème pour la rouler. Donc voilà, on est sur une moto qui est plutôt haute, donc c'est surtout ça qui va faire la différence par rapport à une moto récente. Vraiment, elle est plutôt lourde, elle était annoncée pour 209 kg à l'époque, à sec, et quasiment 250 kg tout plein fait. Sur cette information, j'ai un peu de mal à comprendre, parce qu'avec un réservoir de 24 litres et à environ 4 litres d'huile, c'est quand même compliqué d'atteindre 40 kg de différence. Enfin bref, toujours est-il qu'on est sur une moto qui est plus proche des 230 kg au moins, et avec un poids au perché, ça rend les manœuvres à basse vitesse un petit peu plus tendues que des motos récentes. Donc voilà, faut juste prendre son temps, faut faire les choses calmement et surtout pas se précipiter. Mais ça marche plutôt bien. Ensuite, à haute vitesse, bah là, le poids se fait complètement oublier. Et du coup, ce poids au perché aide la moto à s'inscrire dans les virages. On a presque l'impression que la moto tombe et du coup elle ne bouge plus, elle n'a pas tendance à revenir verticale. Donc encore une fois, c'est un coup à prendre, ça se fait vraiment bien avec le temps et oui, j'ai pas une expérience incroyable en moto, mais il m'a pas fallu beaucoup de temps pour la prendre en main. Pour ce qui est du confort de la selle, elle a le poids des années, elle a pareil une trentaine d'années. Je ne l'ai pas changé, j'ai juste changé la housse. Donc on est sur la même mousse qu'avant. C'est une mousse qui est plutôt ferme et qui n'a rien à voir avec les selles d'aujourd'hui et qui peuvent avoir pour certaines des selles en gel. Donc voilà, elle fait le boulot. Comme j'ai déjà dit, moi j'ai déjà fait des voyages de 400-500 bornes en une journée. J'ai pas eu de problème particulier. En faisant une petite pause au milieu, ça m'a pas semblé être un vrai problème concernant le confort. Pour ce qui est de l'amortissement, alors la fourche avant, pareil, elle est dans son état original. Rien n'a été changé, même pas les huiles à l'intérieur. Elle fonctionne plutôt bien, j'ai pas ce sentiment de cheval à bascule qu'on peut avoir sur certaines motos pour lesquelles les huiles sont complètement fichues. Et pareil pour l'amortissement. L'amortissement, c'est un amortissement qui est tout neuf. Comme j'ai déjà dit, je l'ai changé parce que l'original fuyait. Et j'ai mis un amortisseur EMC. Donc EMC, je ne sais pas si certains le savent, mais c'est une marque française, enfin anglaise à l'origine, qui a été rachetée par un Français. Et ils font des reproductions d'amortisseurs pour beaucoup de marques. Donc par exemple celui-là, c'est vraiment entre guillemets la copie conforme de l'amortisseur qui était destiné au Tiger 900 de ce millésime. Donc voilà, ça permet de l'avoir à un coût bien moins cher que l'original de chez Triumph. Pour mémoire, celui de chez Triumph est à peu près à 800 € et celui-là j'ai dû l'acheter environ 350 €. Et autre petit avantage, c'est que quand vous achetez chez EMC, ils vous demandent quelle va être votre utilisation, plutôt en solo, en duo, le poids de votre passager, et ils peuvent vous régler la précharge exactement pour les conditions les plus optimales vous concernant. En duo, je m'en suis pas beaucoup servi, j'ai emmené ma compagne à plusieurs reprises, mais sur des petits trajets, des trajets d'une demi-heure environ. Donc même chose, j'ai envie de dire qu'à basse vitesse, faut être d'autant plus vigilant. Et par contre, une fois qu'on est lancé, ça fonctionne très bien. Alors ça a bien sûr pas la même puissance que les maxi trail d'aujourd'hui qui dépassent allègrement les 100 chevaux, mais si vous montez suffisamment dans les tours, vous rattrapez ce problème assez facilement. Vous avez forcément un peu moins de couple, mais en termes de puissance, les 85 chevaux sont largement suffisants. Voilà. Après, j'ai pas eu à monter de col de montagne, je peux pas en parler, donc ça ce serait la prochaine étape pour vraiment avoir une idée précise sur le sujet. Chargé, même chose, j'ai fait avec un top case d'environ 58 litres, c'était vraiment un non-problème. Qu'il soit là ou pas là, j'ai pas vraiment fait la différence, quoi. Si ce n'est peut-être la consommation qui a dû légèrement évoluer, mais c'est tout, rien de particulier à ce sujet-là. Pour ce qui est de la protection, alors on est sur une bulle qui est vraiment, on pourrait dire, inefficace. Elle est vraiment très petite, comme vous pouvez le constater.
Et c'est une moto, voilà, si vous roulez jusqu'à 90 km/h, ou 100, allez, c'est pas vraiment un problème. Par contre, si vous commencez à accélérer un peu plus, bien sûr, ça va vous pousser et il va falloir forcer un peu sur les abdos pour se rapprocher de l'avant de la moto. Donc, si c'est une moto que vous cherchez à prendre pour faire de l'autoroute, par exemple, ça peut être intéressant d'acheter une bulle un peu plus haute. Si on fouille sur le net, on trouve des sites internet qui proposent des transformations de cette bulle et avec plusieurs hauteurs. Donc vraiment, il y en a certaines qui peuvent complètement vous cacher du vent et d'autres qui vont juste créer un saut de vent. En moyenne, de mémoire, les prix étaient aux alentours des 100 euros. Pour ce qui est des pneumatiques, moi les pneumatiques, j'ai mis des Metzeler Roadtech 01. J'ai choisi ces pneus parce que j'étais tombé sur un hors-série de Moto et Motard dans lequel il faisait tout un comparatif des pneus, et notamment pour les trails. Et il s'avère que les Metzeler, c'était ceux, les Roadtech 01, c'était ceux qui réagissaient le mieux, avaient le meilleur retour d'information sur le mouillé. Et voulant utiliser cette moto pour faire de longs voyages, donc je voulais m'assurer de pouvoir être à l'aise avec la moto, d'autant plus en duo, sous la pluie. Donc voilà, c'est des pneus qui sont réputés pour s'user un peu plus vite, c'est sûrement pour ça qu'ils sont aussi bons sous la pluie, mais ils s'usent un peu vite. Mais par contre, ils ont vraiment un très bon retour d'information et on peut les voir, d'ailleurs, on voit qu'ils sont vraiment typés pluie. Donc voilà, c'était mon choix. À l'origine, la moto était livrée avec des pneus un peu plus tout-terrain, on va dire, mais ne faisant pas de tout-terrain avec, je voyais pas vraiment l'intérêt, si ce n'est juste pour le style. Je préférais privilégier la sécurité. Pour ce qui est du freinage, la Tiger 900, elle a 2 disques à l'avant, c'est plus exactement la taille, je crois qu'on doit être aux alentours de disques de 290 mm à peu près. Alors on est pareil, c'est des disques à l'ancienne, hein. Les étriers ne sont pas des étriers radio, mais pour autant ça freine correctement. Alors encore une fois, il ne faut pas la comparer avec des motos d'aujourd'hui, mais c'est le genre de moto avec laquelle il faut de toute façon peut-être un peu plus anticiper que des motos actuelles, mais ça fonctionne plutôt bien. Le frein arrière, quant à lui, comme toute moto même d'aujourd'hui, il sert surtout à ralentir, donc, pour les entrées de virage ou quand on est à très très basse vitesse pour éviter d'avoir la fourche qui s'enfonce. Le seul bémol que je donnerais à ces freins, et c'est un bémol qu'on retrouve souvent sur des freins avec des diorites en caoutchouc, et surtout sur les motos qui chauffent beaucoup comme la Tiger, son petit nom c'est le steamer en anglais, donc ça dit quelque chose sur sa propension à chauffer très facilement. Et du coup, les durites de frein, elles ont tendance, en chauffant, lorsqu'on va freiner, au lieu d'envoyer l'énergie dans les pistons de frein, on va gonfler les durites. Donc on perd en efficacité. Et on s'en rend compte après une bonne heure de route avec la moto, ça a tendance à pomper un peu au niveau des freins. Donc quelque chose que j'aimerais faire, ce serait monter des durites aviation avec une gaine tressée en métal autour pour éviter justement ce phénomène de pompage. Ensuite, le moteur. Alors le moteur, c'est justement, selon moi, ce qui fait la moto en question. Et si on choisit une Tiger 900 de cette année-là, c'est principalement pour son moteur. Parce que déjà c'est un moteur qui est plutôt fiable, qui est plutôt joli. Et surtout, il a un bruit qui est quand même vraiment identitaire. Pour 2 raisons. La première raison, c'est que la distribution primaire, c'est une cascade de pignons. Ça donne ce sifflement très caractéristique des moteurs avec transmission par cascade de pignons. On a la même chose sur certaines Honda, notamment les VFR. Et donc ce sifflement, il y a des gens qui détestent. Je pense que c'est le genre de bruit, soit on adore, soit on déteste. Ça laisse pas indifférent. Donc ça c'est la première chose. Moi personnellement j'aime vraiment beaucoup ce bruit. Et la deuxième chose, ça va être lié sûrement à l'échappement d'origine que j'ai, mais ce moteur fait un bruit à l'accélération qui est vraiment très agréable, et aussi lorsque on relâche la manette des gaz, il fait une sorte de gargarisme. Je ne sais pas si ça s'entendra au micro, mais est très caractéristique.
Donc la combinaison des deux, à l'accélération et lorsqu'on relâche l'accélérateur, bah, ça crée une musique qui est toujours là, quoi. Donc c'est vraiment, pour moi, les deux choses qui me donnent envie d'avoir ce moteur. Et ensuite, c'est un moteur qui est très coupleux. Vraiment, à l'accélération, il en donne, on peut leur demander. Et vraiment, il ne s'essouffle pas. On peut vraiment monter haut. À l'époque, il parlait du seul maxi trail qui pouvait. C'était le premier maxi trail, mais du seul trail qui passait les 200 km/h. Donc, je ne me suis pas aventuré à essayer. Mais pour autant, on sent que si on est prêt à le tenter, il n'y aurait pas de raison que ça ne marche pas. C'est vraiment un moteur qui est plein partout. Il l'avait justement un peu dégonflé par rapport aux autres modèles de la marque, mais en lui donnant plus de couple à bas régime. Le couple, on est à 8,35 m/kg à 6000 tours. Donc voilà, cette moto, de manière générale, je la conseillerais surtout pour quelqu'un qui cherche une moto ancienne, parce qu'on peut la passer en collection. Moi, c'est ce que j'ai fait. Ça permet de passer le contrôle technique tous les 5 ans au lieu de 3 ans. Ça permet aussi, en cas d'accident, d'être mieux indemnisé par les assurances, puisqu'elle est collection. Et puis, ça permet aussi de garder les plaques d'origine, de ne pas les passer en plaques blanches. Parce que si vous n'êtes pas collection, vos plaques doivent passer en blanc. Et si elle est d'origine, en fonction du millésime, soit c'était noir, soit c'était orange, vous pouvez garder les plaques comme elles étaient. C'est une moto que je conseillerais à quelqu'un qui veut peut-être un petit morceau d'histoire et qui veut, par exemple, une moto qui a un moteur assez caractéristique avec un certain confort encore. Donc on peut quand même rouler longtemps avec un confort suffisant et surtout un moteur qui chante peut-être un peu plus que des moteurs d'aujourd'hui qui sont quand même assez aseptisés de par les catalyseurs, de par les normes et tout ce qui fait qu'aujourd'hui on cherche de toute façon à réduire le bruit, ce qui est normal. Mais à l'époque c'était un peu moins un problème. C'était d'ailleurs plutôt mis en valeur. Donc voilà, c'est une moto qui peut vraiment faire un peu tout et qui en termes d'entretien n'est pas si cher que ça. Voilà. Bon ben Anthony, merci pour la balade. C'était bien sympa, une fois de plus. Pour conclure, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui cherche une machine comme ça, une des premières Tiger 900. Il y en a, comme je disais tout à l'heure, il y en a pas mal en vente, mais elles sont souvent un petit peu abîmées. Soit abîmées par la vie qu'elles ont menée, soit par les propriétaires qui ont décidé qu'ils préféraient avoir telle arrière, telle chose, telle différence. Et donc en fait, elles sont un peu incomplètes, on va dire. Ouais. Donc ouais, je dirais essayer de trouver un exemplaire en bon état, avec les plastiques non cassés, peinture d'origine si possible. Après chacun voit midi à sa porte. Parce que les plastiques, tu me disais, ils sont durs à trouver. C'est pas si simple que ça. Hein. Ouais. Ça commence à se raréfier. Ouais, donc vaut mieux qu'elle soit complète avec à l'arrière des frais d'entretien à refaire, mais éviter les frais de pièces. Ouais, okay. Ouais, clairement. Intéressant. Ouais. Ok. Bon, eh ben écoute, je crois qu'on a fait le tour. On espère que cette émission vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en lien à les poser. Je les transmettrai à Anthony, qui se fera ou non un plaisir de vous répondre. Et puis, je vous dis à la prochaine pour ton autre moto. Ouais, avec plaisir. Et à venir, il y a peut-être la présentation de la Honda NC750X. Le tout, c'est que je trouve le temps pour fixer un rendez-vous. Eh bien, écoutez, à bientôt. Anthony, merci encore. Merci à toi. Et puis, bonne route et sois prudent. Merci. À bientôt.